Welcome to B-Boy Knowledge, Episode 26. Frédéric Tribala interview. This is part 1. Let's go! Peux-tu nous parler de ta rencontre avec le hip-hop? Alors, il faut remonter à 1980, pas 1940, 1983. J'étais directeur d'un centre d'animation jeunesse. Alors, c'était une expérience à l'époque. Ils voulaient ouvrir des structures parce que ça se faisait pas trop en termes d'animation pendant l'été, etc. Ça concernait beaucoup les jeunes, les gamins qui avaient jusqu'à 12-13 ans. Il n'y avait rien pour les adolescents et au-delà. Et dans une ville comme Roubaix, où tu as une grosse proportion d'adolescents, à l'époque, ils avaient inventé une espèce de concept de centre d'animation jeunesse réservé à des adolescents, et on va dire des vieux adolescents, genre 14 ans jusqu'à 25. Hein, ah, quand même. Ouais. Donc c'était vraiment une expérience, parce que c'était le premier. Bon, c'est resté après dans l'histoire, mais c'était le tout premier. Et donc moi à l'époque, j'avais accepté de prendre la direction de ça, ce qui n'était pas simple, parce que il y avait dans ce quartier-là, c'était un secteur, c'était Alger-Entrepont. C'était un secteur qui était particulièrement compliqué. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le gang de la Redoute. Alors le gang de la Redoute, qu'est-ce que c'était? C'était des jeunes, en fait, quand les trains arrivaient avec les colis pour la Redoute, avant que les trains s'arrêtent en gare, ils sautaient sur les trains qui avaient certes ralenti, mais qui n'étaient pas encore arrêtés. Ils ouvraient les wagons et ils jetaient pour que ça soit récupéré, etc. Donc il y avait une forte recrudescence de la délinquance dans ce secteur, et donc j'ai eu la joie d'avoir ces mecs-là. Mais pas seulement, ils étaient 75 au total, il y avait quelques filles et beaucoup de mecs. Mais on était effectivement dans... c'était plus l'après-délinquance, on était bien dedans quand même. Et un jour, on vient me voir en me disant, Fred, on a... Alors c'est quelqu'un d'encadrement, parce que c'était mixte l'encadrement, on était civils et des policiers. Ah ouais, d'accord. C'était très original comme... Ouais. Donc les policiers mis à disposition, mais qui étaient des policiers sportifs. D'accord. Et il y avait même des mecs qui étaient champions de ping-pong, de tir, enfin bon bref. Et il y avait les civils que j'avais recrutés moi. Et on vient me voir en me disant, Fred, il y a un type là, un jeune qu'on connaît, il est en prison. Alors il y a moyen peut-être qu'il sorte si effectivement, soit il y a du boulot, ou une structure qui le prenne en charge et qui l'encadre, voilà. Une réinsertion au niveau... Mais il faut écrire au procureur. Je fais. Auparavant, on m'avait dit, qu'est-ce qu'il sait faire? On dit, il danse. Ce qui n'était pas banal pour l'époque. Parce que quand même, quand on me dit en 83, un type qui vient des quartiers, qui console et qui danse, je dis, tiens, je serais curieux de voir ce que c'est quand même, tu vois. Bon. Donc, le type vient. Nous allons préserver son anonymat, parce que il fait probablement partie des toutes premières personnes dans ce pays, dans cette région certainement, et dans ce pays, je crois aussi, à s'être mis à danser. Mais il est forcément un des tout premiers, à cette date-là, quand tu sais que ça arrive en 82, il est en 83, on est en 83, il est un des tout premiers. Il faisait en fait ce que son style de danse, j'aurais dit que ça s'apparentait. Bon, là, à l'époque, on disait pas pop, on disait smurf. Et puis funk beaucoup aussi, tu vois, on disait funk. Mais il était dans quelque chose de nouveau. Donc il vient et je dis, peut-être tu pourrais donner des cours. Bah voilà, pourquoi pas. Tant qu'à faire. Et puis il dit, je suis aussi DJ. Bingo. Il fallait faire quelque chose de novateur, si tu veux, là-dedans. Donc moi j'appuyais des types, on faisait des sports, on leur a même fait faire du tir. Alors, la presse s'est jetée là-dessus, on s'est fait critiquer, mais bon. En même temps, justement, c'était un moyen de canaliser. La critique à l'époque de la presse a été, on leur apprend à tirer pour plus tard. Mais vous savez, si on veut tuer quelqu'un, un baroud-chaise suffit. Oui. Bon. Bref. Donc ce garçon est venu donner des cours, et puis après on organisait des soirées. On est après 83, ça a duré 2 ans. Centre d'animation jeunesse. En 84, on a commencé à voir arriver aussi des jeunes qui touchaient un peu leur bille. Et se faisait au cours de ces soirées et ou de ces après-midi, parce qu'on faisait ça aussi le dimanche après-midi, des cercles. Mais personne ne savait que c'était des cercles. Okay. Et spontanément, se faisaient des battles sans que personne ne sache vraiment. Et moi, j'avais un copain qui était commerçant, qui m'avait filé des fringues, et je faisais gagner des fringues.
Et donc moi j'avais assisté à tout ça, et déjà là, moi à l'époque, avec des copains, on s'était dit quand même, c'est un peu dommage, tout ce talent là, underground, on était dans un quartier, dans des locaux. Moi j'avais transformé ça pas en boîte de nuit, mais quand même c'était pas mal, c'était quand même pas mal. Je me disais, c'est un peu dommage, un jour il faudrait faire quelque chose avec ces gens-là. Monter un truc, ouais. Tu vois, il faudra monter un truc, on disait danse de rue à l'époque, street dance, Ouais. Et puis vient un projet des Ballets du Nord qui était de recruter des jeunes danseurs dans les quartiers. Ça commençait à émerger dans les quartiers. Moi j'avais commencé à voir ça en 83, mais en 84, commençait à avoir un peu plus de monde. Donc le chorégraphe de l'époque, Alfonso Cata, c'est pour ça que tu as ici une place Alfonso Cata, Oui, d'accord. parce que c'est le premier en France à avoir travaillé avec des danseurs de rue sur une création, dans un centre chorégraphique. Rendons à César ce qui appartient à César, parce que tu as plein de gens qui ont tenu certainement d'autres discours. Je te dis tout de suite, c'est faux. Le premier, c'est lui. Il fait une audition et tu as 200 danseurs qui viennent de tous les quartiers. Moi j'en ramène, du centre d'animation jeunesse. C'est quelque chose qui a probablement été filmé, qui existe quelque part. La ville de Roubaix-là. Je ne sais pas comment ils ont géré leurs archives vidéo, ils n'ont certainement pas numérisé. À la fin, je garde ça en mémoire parce qu'on était en hauteur avec Cata. Puis il dit, bon voilà, on a fait l'audition, je vais balancer la musique et vous pouvez vous éclater. Et c'est impressionnant de voir 200 danseurs de rue danser sur... c'était All Night Long de Lionel Richie. C'est prémonitoire parce qu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles, quelques années après, c'est Lionel Richie qui a fait la cérémonie de clôture ou d'ouverture, je ne sais plus, avec des danseurs de rue, dont certains avec qui on a travaillé. Et c'était, je ne sais pas si c'est All Night Long, je ne suis pas sûr. Cata fait son spectacle qui s'appelle L'Oiseau de Feu, Les Smurfers. Personne ne t'a parlé de tout ça, je serais maintenant. Non. Ils te disent, je danse depuis l'âge. Et j'ai commencé. En 1984. Bon, pas grave. Il fait son spectacle, qui fait un carton. T'as à la fois des danseurs classiques sur scène, qui sont excellents, et des danseurs de rue, qui sont très bons déjà pour l'époque. Alors lui, en plus, il avait vu, tu sais, sous un angle très... on va mettre des lasers, c'était un truc. Et, chose extraordinaire, parce que moi je suis allé voir ce spectacle. C'est rare que pour un spectacle de danse, c'est une jauge à 3000. Il y a 3000 personnes, et dedans, tu as des mecs en basket et tu as des gens en tailleur. D'accord. Tu as les deux. Deux univers. Qui se rencontrent. Chaud. Mais super, super truc. Et toute la presse au niveau national s'empare du truc en disant, la presse parisienne, elle, titre Alfonso Cata fait du socio-cul. Forcément, hein. Quand tu viens de la rue, alors, tu ne peux quand même pas appartenir au club, faut pas exagérer. Et donc ce spectacle se passe, et les 14 ou 15 jeunes qui étaient là-dedans, au bout d'un an, on les renvoie, tu vois, ça avait fait, c'était passé en télé, ça avait fait une tournée, etc. C'était un truc il devait y avoir une suite et il n'y a pas de suite. Pourtant, il y avait des crédits qui étaient là, mais les gens qui avaient encadré un peu ces jeunes sur le spectacle, bon, ils avaient souffert un peu quand même pour mettre au point ce spectacle, parce que c'est des jeunes un peu compliqués quand même. Vous m'en avez parlé, Cata, il n'avait pas été mort de rire tous les jours. Et donc, il devait y avoir une suite, et il n'y a pas de suite. Donc, ils retournent dans leur quartier, et point. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'ils sont devenus après, parce que quand tu as vécu des choses aussi fortes que ça, il n'y a pas de toujours en nature retournant. Ouais, dans ton quartier compliqué, moi je suis témoin, je peux te dire qu'il y en a qui sont vraiment partis en live. Là, tu es en fin 84, 85 et pas de suite. Bon, moi j'apprends quand même après qu'il y avait des crédits qui étaient alloués là-dessus pour pouvoir prendre en charge ces jeunes. Parce que je commençais à avoir l'idée, moi, si personne ne prend en charge, peut-être on peut faire quelque chose nous. Depuis ce que j'avais vu, tu vois, ça trottait dans ma tête quand même. C'est pas, on est en 83 et là t'es déjà en 85 et c'est encore dans ma tête. Je redeviens après les centres d'animation jeunesse, on arrête ça et puis je deviens animateur. Enfin je l'avais fait avant, mais je suis animateur dans les structures municipales. Là c'est plus pour des enfants, mais t'as des pré-ados déjà, il y a des 11, 12,
ont triché, je peux dire maintenant. Et comme quoi ça me poursuivait, quelque part, ça devait être écrit dans ma vie que ça serait comme ça. T'as des gamins qui ont 13, 14 ans qui disaient, Fred, il y a un autre camarade avec moi, Xavier, il s'appelait Xavier ce garçon. Il me disait, on va vous montrer un truc, on va vous montrer des trucs. Et je vous ai montré quoi? On danse. Ah bon, vous dansez? Ah, on va vous montrer. Il se trouve que là où on était, c'était énorme comme ça. À l'époque, tous les gamins de Roubaix étaient rassemblés au même endroit. C'était au Parc des Sports. Et il y avait une salle de spectacle. Et donc nous, on va à la salle de spectacle. Tant qu'à faire plus de montrer, on va regarder sur une scène. Et nous, on s'attendait à avoir un truc, tu sais, genre kermesse. On met la musique parce qu'il y avait une sono qui était... parce qu'on avait prévu déjà, tu vois, aussi de faire un truc... non, il y avait une sono, imposante, la sono. Et alors là, le gamin dit, on a fait un truc sur... c'était Madonna Holiday. D'accord. Et puis il y a un truc, c'est la musique de Perrier, c'est fou. On s'assoit, on regarde, ça dure 2-3 minutes. Et là, on se regarde, on fait... T'as vu ce que j'ai vu? Ah, c'est... Les gars, d'où ça vient, ça? Ah ben, on danse, t'avais Rachid, Nordine, Fazeter Louper, Hakim, machin. Tu dis, ils ne savent pas, mais ils sont à un niveau par rapport à leur âge, leurs possibilités, du point de vue de la coordination motrice, le rythme, leur façon de gérer le corps, enfin c'était... T'avais déjà des poppers, enfin t'avais tout ça là-bas. Donc ils s'en vont, puis on se dit, c'est pas possible, on peut pas laisser ça comme ça. Nous on vend un truc, même eux ils savent pas que ce qu'ils ont fait, c'était spectaculaire. C'était un peu, si tu veux, la pépite d'or que tu trouves, que tu trouves dans un océan de merde, et il y a un truc qui brille, et tu dis putain, j'avais un peu... On est resté sur le cul quand même. Et on se dit, certainement il y en a d'autres. Certainement. On réfléchit, on se dit, il y en a ici 4000. T'as 4000 gamins. Au même endroit. Jamais plus on aura cette opportunité. D'aller rechercher chez des gamins ceux qui sont doués. On se dit, on monte un projet, on propose ça à l'administration du truc. On dit, on va faire un vrai spectacle avec des vrais moyens. C'était tout simplement un moyen pour nous de repérer, tu sais, d'avoir vraiment la quintessence, le meilleur du meilleur. On cède de tout le personnel, ils sont 200, même si c'est pas des danseurs, on sent quand même l'œil pour voir. On en sélectionne 200 sur les 4000. On fait le projet avec eux, avec les 200. Avec les 200 okay. Ouais. Ça nous laissait le temps, nous, de voir ceux qui touchaient sur les 200. D'accord. Et à la fin du projet, quand on a fait le spectacle, machin, on avait monté un spectacle, bon, un truc basique, si tu veux, mais c'était un moyen de opérer. On en gagne 12. Ça a été le moyen de base dans la rue de la danse. Puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Pas de trop, pour donner des cours. Pas de salle. Comment on peut les structurer? Parce qu'ils savent faire plein de trucs, mais il faut quand même, à un moment donné, juste structurer. Il n'y a pas d'encadrement professionnel. Ça n'existait pas. Non. Donc, dans un premier temps, on a pris un type qui venait du jazz, Eric Coloco. Lui, il est venu avec une gestuelle qui était, franchement, elle était largement à leur portée, et ça a permis au moins de les structurer, bon, un petit peu une barre d'échauffement, ça aussi, hein, c'était un milieu, c'est genre la barre d'échauffement, je m'en fous. Moi, je veux aller voir des gens lousteaux à force après, hein, donc c'était bien pour les structurer, mais bon, c'était compliqué. Quand je dis c'était compliqué, c'est que, par exemple, ça a pu dégénérer une fois en bagarre de saloon. Ce garçon, il a fait une année, il n'a pas voulu en faire deux. Et on tombe sur un type qui vient de Tourcoing, qui habite la ZUP de la Bourgogne, qui est un peu plus âgé, qui touche un peu, qui s'appelle Farid Berki. Puis on lui dit, ça t'intéresse d'essayer? Bah oui, il y en a bavé quand même au début. C'était compliqué. On est déjà dans les années 87, 88. Donc, il les prend en charge et effectivement, on arrive à monter des choses qu'on présente. Mais ça cartonne tout de suite. C'est-à-dire qu'ils sont amateurs, mais on balade partout. C'est 60 spectacles par an. Sauf que nous, on n'est pas du tout préparés, des bénévoles. Il faut 3 ou 4 bagnoles pour les sortir parce que maintenant ils sont 25, puisqu'on en a trouvé d'autres, puisqu'on a fait des auditions. Dont une qui est restée gravée dans l'histoire de Dans la rue de la Lance. On fait une audition pour compléter les 12-13. Sauf que nous, on ne s'est pas attendu à ça. Tu vois. On a vendu une salle de sport, etc. Et moi, j'étais avec 2-3 administrateurs. En fait, on faisait une audition. Je crois que c'était Farid Berki qui les faisait. Et nous, on arrive en voiture et je vois un attroupement énorme.
Je vois des centaines, mais des centaines de jeunes, quoi. Et puis des caméras de télé, tu sais. Ah ouais, d'accord. Et puis je dis à des gens, j'ai dit, il se passe quoi? Non, c'était ceux qui venaient attendre l'audition. Tu t'attendais à avoir quoi, 20 jeunes? Ouais, mais pas des centaines, des centaines. T'avais M6 Région à l'époque, et certains qui avaient dû entendre parler de ce truc-là, et ben, c'était bien tombé, hein, parce que c'était... Mais nous, on en a bavé, parce que... Et comment sur une journée, t'as réussi à... Oui, c'était un truc de fou à la chaîne, c'était un truc à la chaîne. Vas-y, on faisait 3 minutes, vas-y, vous les met sur le plateau, à la chaîne. Ah ouais, t'es obligé. Bon, là, après, on n'était plus 12 ou 13, on était 25. Donc il fallait 4 bagnoles pour... voire 5 pour faire circuler tout le monde. Donc c'était épuisant. Ouais, Moi, j'organisais tout. Ouais, parce que ça a duré comme ça jusqu'au 90. Hein. Alors, entre-temps, t'as Farid Berki qui nous quitte. Il y avait un autre type qui était là, avec qui on avait travaillé pendant l'été, qui était Jean-Pierre Bouterling. D'accord. Moi, je me retourne, ça t'intéresse, toi? Je dis, bah oui. Donc, Farid Berki nous quitte. Et Jean-Pierre Bouterling reprend. D'accord. Bon. Et entre-temps, si tu veux, on a commencé à avoir des contacts avec... mais on les avait déjà rencontrés bien avant. Hein. Mais on a rencontré Traction avant. Ah, d'accord. C'est une des toutes premières compagnies que tu avais en France sur la région Rhône-Alpes. Eux, c'était en 85, c'est après les Maguettes, là, après les émeutes urbaines, là, à Vaux-en-Velin. Il y en a eu un peu partout. C'est les premières émeutes urbaines. On a identifié ça comme ça. Alors que Black Blamber, t'es plutôt en 82, 83. Et eux, c'est la première compagnie structurée qui a commencé à tourner. Et après, derrière, tu as eu Traction avant. Tu auras des gens qui vont dire, mais moi j'étais là, et bon, tu en as vraiment entendu parler beaucoup à la fin des années 80, mais pas au début, et c'est des gens qui ont peut-être fait des choses, mais dans leur banlieue, enfin voilà. Ouais, ils s'entraînaient déjà peut-être, mais ils tournaient pas encore. Voilà, personne tournait, très clairement, à part Traction avant et Black Blamber. Si tu as des gens qui te disent qu'ils tournaient avec une compagnie, c'est faux. Jean-Pierre Bouterling travaille toujours avec nous. Après, il ne travaillera plus à partir de 91 ou 92, il partira vivre sa vie. On travaille avec des gens de chez Black Blamber ou Traction avant, qui viennent, mais toutes les semaines. On est en 94. On a toujours une école, mais bon, c'est une petite école, il y a 50, 60 élèves, 70. On n'a pas les locaux, on n'est pas structuré pour. Et on a un groupe de gens qui fait du spectacle. D'accord, ok. Je crois qu'on a commencé à les payer à partir de ce moment-là. Parce qu'avant, ils voulaient, mais comme on n'était pas structuré pour, ils n'étaient pas contents, ils ont claqué la porte. Ah, d'accord, ok. Bon, avec perte et fracas d'ailleurs, parce qu'à l'époque, tout ça c'est dans les articles de presse, parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures. D'accord, ok.